L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast L'école d'abord. Aujourd'hui, nous parlons de la rentrée au lycée, donc en seconde. Bonjour Élise. Bonjour Élise. En effet, aujourd'hui, nous allons aborder le lycée et l'enseignement supérieur. Donc, pour ce qui est de l'inscription en lycée, ça se passe via Affelnet. Et il faut savoir que quand on vient d'un établissement public, donc un collège public, cela va de soi, évidemment, pour intégrer un lycée avec bien sûr des notes correspondantes. Mais quand votre enfant arrive d'un collège privé, ça peut être parfois plus compliqué et il se peut que votre enfant ait moins de choix. Pour Affelnet, vous allez émettre des vœux sur ce portail et le recteur va, en fonction de ces vœux et du secteur géographique, vous allez effectivement choisir avec votre enfant plusieurs lycées. Et le recteur, en fonction de vos vœux et du secteur géographique, il peut prendre en compte également les résultats scolaires et les avis des établissements scolaires précédents. Le recteur va vous proposer plusieurs lycées. Et on rappelle que tout au long de l'année de troisième, c'est bien sûr ce projet de poursuite d'études qui se prépare parce que il y a bien évidemment l'enseignement général, mais il y a aussi l'enseignement professionnel. Donc, c'est important de prévoir vraiment ce temps pour être sûr de la bonne orientation. Et il peut y avoir aussi des orientations, bien sûr, au lycée. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe avant l'entrée en seconde et notamment durant l'été qui précède cette rentrée. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux familles de faire avant cette rentrée ? Pendant l'été qui précède, l'établissement qui accueillera votre enfant peut vous proposer des lectures. Donc, vous pouvez encourager votre enfant à les lire. Vous pouvez aussi lui proposer des voyages, c'est vraiment le moment, des voyages à l'étranger, soit en correspondance, soit dans des colonies. Il existe aussi des colonies apprenantes. Donc, ce sont des colonies avec un projet un peu plus scientifique ou mathématique. Et ça, c'est vraiment à voir avec votre enfant. Peut-être il a la chance de savoir ce qu'il veut faire plus tard. Peut-être ce sera culturel, scientifique, mathématique. Et en fonction de ce projet et en fonction des notes qu'il a eues au collège, vous pouvez peut-être l'orienter en lui disant tu pourrais faire une colonie dans ce thème-là. Ça pourrait te donner un peu plus de billes, un peu plus de... Ça peut être une volonté des élèves, effectivement, de vouloir préparer la seconde. Maintenant, si ça n'est pas une volonté, bien évidemment, il faut penser à s'aérer, à se reposer, à profiter de l'été pour se ressourcer, parce que cette rentrée au lycée représente tout de même une sacrée gageure, et donc il faut être prêt mentalement et physiquement, sans trop s'épuiser avant la rentrée. Alors nous allons parler fourniture. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Acheter tout à l'avance. Pour les fournitures scolaires, les professeurs vous donneront des listes avec tout le matériel à acheter. Il y aura sûrement la fameuse petite blouse tressaillante en sciences qui vous permettra d'effectuer les travaux pratiques sans dégâts pour ne pas abîmer les beaux habits de marque ou pas à vos enfants. Cette entrée au lycée représente aussi souvent un changement quand même dans l'entourage social de votre enfant. Il ne faut pas s'en inquiéter, mais c'est vrai que ça peut être un moment où votre enfant va par exemple changer de cercle d'amis, va avoir certaines idéologies nouvelles, va vous parler de choses qui l'intéressent, va avoir des sujets qui le passionnent un peu plus, des idées assez arrêtées. Comment on peut expliquer ça en fait ? C'est un âge où l'enfant, alors cela dépend vraiment de la maturité de chacun, et c'est un âge où l'enfant va s'affirmer. Au collège, c'est aussi pour ça que le collège fait peur, c'est que les enfants ont plus tendance à suivre leurs amis et c'est très difficile pour eux de s'affirmer et d'avoir leurs propres idées. Au lycée, en revanche, les enfants vont commencer vraiment à réfléchir par eux-mêmes, à regarder, à être conscients du monde qui les entoure et à comprendre que certains qui étaient leurs amis avant en sont loin, qui n'ont plus du tout la même opinion. Et oui, c'est ça, ils ont vraiment des opinions beaucoup plus tranchées. Et ça peut être d'ailleurs le début de ruptures amicales, et votre enfant peut vous en parler, et c'est tout à fait louable si elle décide de mettre fin à certaines amitiés qui ne lui correspondent plus. Et c'est aussi un petit peu l'époque où on peut parler de crise d'adolescence. Alors ça peut intervenir bien plus tôt, ça peut être très léger, ça peut être très fort, et ça aussi c'est un sujet important parce que parfois ça heurte beaucoup les parents, et c'est tout à fait compréhensible, mais il faut comprendre aussi que c'est un moment normal, c'est une transition normale.
C'est un moment charnière. Il faut vraiment que vous ayez à l'esprit que c'est pas dirigé contre les parents, mais vraiment que c'est un moment où ils ont besoin, toujours, de ce besoin d'affirmation. Donc ce besoin d'affirmation passe aussi par l'affirmation face aux parents, face à ce qu'ils représentent vraiment, pas la personne en tant que telle. Et puis, n'hésitez pas à laisser la porte ouverte, à laisser le dialogue, vraiment la possibilité du dialogue, sans pour autant entrer dans son intimité. C'est l'âge également où ils n'auront pas forcément envie de tout vous dire, et c'est normal. Et ils ont besoin de garder d'intimité. Il est vrai qu'il faut toujours avoir un cadre. Il y a certaines choses qui ne se font pas, hein, donc les insultes, etc. Évidemment, c'est proscrit. Mais essayez de ne pas réagir de façon véhémente, de ne pas aller au clash, parce que vous allez vous éloigner de votre enfant et le dialogue sera rompu. Donc toujours, effectivement, laisser la porte ouverte, rappeler le cadre s'il y a un souci, effectivement, de comportement. Et puis revenir, parfois laisser s'arrêter dans une conversation ou dans un moment de conflit, et puis en reparler quelques temps plus tard, proposer un moment pour en parler en famille. Il est donc important de parfois reporter une discussion qui sur le moment n'est pas possible parce que tout le monde est trop émotif, et donc on va proposer par exemple un rendez-vous le week-end pendant un repas de famille ou un goûter, et reparler de ces choses qui fâchent posément. Alors, parlons du téléphone. Donc, on est d'accord qu'à partir de 16 ans, c'est quand même très compliqué de continuer à contrôler ce qui se passe sur le téléphone, et encore plus à interdire le téléphone. C'est vrai. Autant au collège, le téléphone, enfin, tous les enfants n'ont pas encore de téléphone, autant au lycée, il nous apparaît vraiment difficile d'être sans téléphone, d'autant plus que certains professeurs le demandent pour des projets multimédia dans quelques matières, vraiment. J'ai déjà entendu parler de projets comme ça. Nous sommes toujours responsables de nos enfants, donc toujours parler avec votre enfant de ce qu'il voit. S'il y a des choses sur les réseaux sociaux qui choquent votre enfant, c'est très important qu'il puisse venir en parler. Si évidemment, parlons du cyberharcèlement, qui est aussi quelque chose malheureusement qui se produit à ces âges-là, il faut effectivement ne pas oublier la prévention qui se fait aussi au lycée. Il peut y avoir des interventions, mais vous, en tant que parent, effectivement, il faut toujours rappeler à son enfant de ne pas échanger de photos, de vidéos, d'être toujours très 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 vigilant sur l'identité des personnes à qui on parle, parce que parfois ils vont parler à des inconnus sur des réseaux sociaux, et bien leur expliquer que on ne sait pas toujours qui se cache derrière un pseudo. Donc voilà, toutes ces choses très importantes, mais effectivement, interdire le téléphone, ça nous paraît quand même très compliqué. Qu'en est-il des repas du midi? Donc il y a toujours la cantine, bien sûr, au lycée, donc plein de lycéens mangent à la cantine. Et puis il y a ceux qui ne veulent plus trop y manger. Mais non, ils n'ont plus envie de manger à la cantine, ils ont envie d'avoir leur autonomie le midi, et de manger notamment à l'extérieur. Se pose alors le coût, parce que ça devient vraiment très très cher. Maintenant c'est 10 €. Facile. Facilement 10 € un menu à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment à voir avec votre enfant. Qu'il ne mange plus à la cantine, ok, mais est-ce que il va pouvoir manger à l'extérieur tous les jours? Ça dépend de votre budget, ça dépend de vous, ce que vous décidez. Vous pouvez aussi lui proposer en alternative de se responsabiliser, parce que c'est aussi ça derrière, c'est qu'il veut plus manger à la cantine, il veut plus être contraint à ce moment de cantine, forcément. Donc, vous pouvez lui proposer de choisir ses repas avec vous, d'aller faire les courses, de se préparer à manger, d'inviter des camarades et à tour de rôle, avec votre accord, élaborer un repas et le manger ensemble. Et ça peut être d'ailleurs le début des petits boulots, notamment le babysitting, l'aide aux devoirs, des choses comme ça. Alors, bien sûr, ils ont un emploi du temps chargé en seconde, mais ça laisse quand même du temps. Et ça peut être aussi l'occasion de gagner un petit peu d'argent, de se rendre compte du coût de la vie, et donc pourquoi pas de s'offrir 1 ou 2 repas grâce à ces petits boulots dans leur semaine de lycée. Alors, qui dit repas pris à l'extérieur, donc début des sorties, aller boire un verre avec les amis, et donc des sorties aussi le soir. Et là se pose quand même un problème sociétal et qui nous embête beaucoup, mais dont il faut bien parler, c'est le fait que qu'on soit une fille ou un garçon, ce n'est pas le même traitement, et notamment quand on sort le soir.
Être une fille, ça change la donne. Vous serez un peu plus vigilant. Vous allez lui demander d'envoyer un message quand elle arrive, de demander qu'elle ne rentre pas seule, de demander qu'elle rentre avec un ami. Évidemment, vous allez, parce que vous vous inquiétez, et c'est normal, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est un fait. Par contre, qu'il y ait 2 traitements différents, si vous avez par exemple une fille et un garçon, ça nous semble quand même très compliqué de ne pas avoir le même traitement, c'est-à-dire notamment interdire à sa fille de sortir, autoriser son fils. Ça, pour nous, ce n'est vraiment pas possible. Donc il faut absolument traiter les enfants des 2 genres de la même façon. Sortie peut parfois rimer avec alcool, drogue, cigarette. Sans diaboliser, il faut vraiment en parler avec votre enfant, toujours ouvrir le dialogue, lui expliquer les risques, sans pour autant le culpabiliser. Oui, parce qu'une fois de plus, les premières cuites, notamment, etc., on espère que c'est quand même de moins en moins fréquent parce qu'on sait à quel point l'alcool est quand même extrêmement toxique. Toutefois, ça arrive, les expériences, les envies. Eh bien, en tant que parent, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est être là, et surtout être là si jamais il y a le moindre souci. Donc, votre enfant, a décidé un soir avec ses amis de boire ou de fumer. Il y a de fortes chances qu'il ne vous en informe pas, mais s'il sait qu'il peut vous contacter en cas de malaise ou en cas de problème, eh bien ça reste quand même le plus important que vous puissiez faire et être vraiment présent pour eux. Alors depuis quelque temps, il y a maintenant un stage obligatoire en seconde, c'est en général en juin et c'est pendant les épreuves du bac. Parce qu'avant, les secondes n'avaient tout simplement pas cours, mais maintenant il y a un stage de 15 jours à faire. Alors parlons un petit peu du choix des filières. Comment on fait en seconde quand on ne sait pas quel métier on voudra faire et qu'il faut quand même choisir des filières? Il y a beaucoup de forums qui sont organisés tout au long de l'année. N'hésitez pas à y aller le week-end avec votre enfant. N'hésitez pas vraiment à fureter vraiment tous les stands. Parfois, vous serez surpris que votre enfant s'intéresse à certains métiers auxquels vous n'auriez vous-même absolument pas pensé. C'est l'occasion pour votre enfant de découvrir des filières, des métiers qu'il ne connaissait pas et qui peuvent complètement l'emballer. Alors parlons un petit peu, c'est juste après la seconde, mais ça arrive très très vite. Parlons un peu baccalauréat. Le baccalauréat général, 2 modalités. Le contrôle continu, qui compte pour 40% de la note finale, et les épreuves terminales, qui comptent, elles, pour 60%. Dans les épreuves terminales, nous avons l'épreuve écrite anticipée de français au mois de juin en première, puis les épreuves écrites du baccalauréat général en terminale. Ça commence en général par l'épreuve de philo, dont on entend beaucoup parler dans les médias avec souvent le sujet qui est évoqué. C'est donc la première épreuve autour du 17-20 juin. Et puis ensuite, il y a toutes les autres épreuves et le grand oral en général fin juin, voire début juillet. Après les résultats du bac et enfin les périodes de rattrapage pour les bacheliers qui n'auraient pas complètement réussi leur bac. Ensuite, nous avons Parcoursup qui représente un peu un parcours du combattant pour les lycéens. Donc, c'est en année de terminale. Comment ça se passe, Parcoursup ? Alors, nous vous conseillons même de vous y intéresser avant même la terminale, dès la première. Alors, autant en seconde, vous aurez vu vous serez allé à différents forums où on vous parlait des métiers et des filières inhérentes. Autant pour Parcoursup, il y existe également des forums où on va vous présenter les différentes formations. Les grandes écoles, les universités, les prépas, etc. Et ça, c'est en fait vers de novembre à janvier, vous avez vraiment cette période pour préparer le projet d'orientation avec votre enfant. Et puis, à partir de début décembre, il faudra donc renseigner une fiche de dialogue et Parcoursup ouvre en décembre. Alors, entre janvier et mars, il faudra que votre enfant s'inscrive et formule ses vœux. Il y a donc tout ce temps-là aussi des portes ouvertes pour découvrir, comme on disait, les écoles, des salons d'orientation. De mai à juillet, vous allez recevoir des réponses déjà, avant même les résultats du bac, avec des propositions de formation qui seront évidemment validées après obtention du bac. Là, déjà à ce moment-là, si votre enfant est très content des résultats de Parcoursup, il peut tout de suite s'inscrire et comme ça libère d'ailleurs des places pour d'autres étudiants. Alors,
Que se passe-t-il si on n'obtient rien à Parcoursup ? Cela peut arriver malheureusement que vous n'obteniez rien à Parcoursup. Dans ce cas-là, il faut absolument que vous preniez rendez-vous avec un membre de l'équipe pédagogique ou avec le conseiller d'orientation. C'est développer une branche privée de conseil en orientation. Vous pouvez aller les voir. Ils vous aideront à essayer de comprendre donc ce refus et ils essaieront de trouver une solution. Mais il faut que vous sachiez qu'il peut arriver que votre enfant n'ait rien pour cette année, qu'il faille attendre l'année suivante pour de nouveau recommencer toute cette fastidieuse procédure de Parcoursup. Alors, après, donc forcément, il y a les résultats du bac qui ont lieu vers le 6-10 juillet. Et puis, vers le 10-12 juillet, c'est la fin de la phase principale de Parcoursup. Et c'est vraiment les derniers jours pour accepter une proposition. Parfois, il vaut mieux tout de même accepter une proposition, même si elle ne convient pas exactement à votre enfant, pour éventuellement une réorientation l'année d'après, plutôt que malheureusement ne rien avoir. Donc... on espère que si votre enfant participe à Parcoursup, eh bien, il obtienne ce elle souhaite. Et donc ensuite, on a cette phase d'études supérieures, ou pas d'ailleurs, parce que il y a des jeunes qui sont fatigués après le lycée et qui veulent faire une année sabbatique. Alors parfois, elle se fait dès la fin de la terminale, parfois après. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ? On peut comprendre l'envie d'un jeune, après avoir étudié toutes ces années lycée, de faire une pause. Il faut juste essayer de construire ce projet avec lui. Donc, il peut se faire en France, il peut s'effectuer à l'étranger. Il existe de nombreuses façons de partir à l'étranger en woofing, c'est-à-dire que sur Internet, vous trouverez. Vous travaillez dans une ferme en Nouvelle-Zélande si vous voulez, et puis ils vous donnent le logis et le couvert. Vous pouvez aussi aller travailler à l'étranger, être jeune fille ou jeune homme au pair. Puis d'ailleurs, tout en poursuivant ses études, on peut aussi faire un échange Erasmus. Alors c'est 12 mois maximum, et c'est pareil, il faut se renseigner bien à l'avance. Et votre enfant peut tout à fait faire notamment sa première année dans un autre pays, et puis être inscrit en école supérieure, à l'université, etc., dans un autre pays, et bénéficier effectivement d'un enseignement différent que celui proposé en France. Parlons un peu des prépas. Moi, ce que j'en sais, en tout cas, pour avoir discuté avec pas mal d'étudiants qui sont allés en école préparatoire, c'est que très souvent, c'est un vrai challenge. Ces 2 années, elles sont souvent très, très difficiles. Et il semblerait qu'une fois intégré la grande école, alors type HEC, Sciences Po, etc., Subdeco et j'en passe, une fois la phase vraiment de la prépa passée, c'est quand même plus simple. C'est vraiment ces 2 années qui créent un écrémage et qui sont difficiles parce que c'est là en fait que les grandes écoles choisissent leurs futurs élèves. Et puis il faut savoir que une fois intégré effectivement à ces grandes écoles, le principal intérêt c'est quand même le réseau. Oui. Voilà, c'est de se connaître d'autres personnes, c'est même les annuaires ensuite qui existent de ces écoles. Et puis il y a vraiment de la cooptation entre personnes qui ont fait les mêmes grandes écoles. Tout à fait. Qui dit prépa ne dit pas nécessairement grandes écoles. Votre enfant pourra choisir de partir en faculté après ces 2 années de prépa. Il faut savoir aussi qu'il y a des bourses. Plusieurs grands établissements sont éligibles à des bourses et c'est évidemment soumis à plafond de revenus. Alors votre enfant pourrait aussi avoir envie de faire médecine. Donc là c'est pareil, c'est extrêmement compliqué, en particulier la première année qui est crème, tout simplement, les étudiants qui se présentent en faculté de médecine. Et une fois de plus, une fois qu'ils ont passé le cap en général des 2-3 premières années, il y a une voie plus professionnalisante qui s'installe, il y a les stages, etc. Et donc, ça devient quand même un peu plus simple, semblerait-il. Nous arrivons donc à la fin de ce numéro spécial lycée et études supérieures, et puis aussi à la fin de cette série sur les différents cycles maternels, élémentaires, collège, lycée, études supérieures. Nous espérons vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours en laissant un
un avis sous le podcast, à en parler à vos proches, à vos amis, si vous savez qu'ils s'intéressent à ces sujets pour leurs enfants. Et puis, on vous dit à très bientôt. On a plein de sujets qui nous passionnent concernant la pédagogie et l'éducation. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous demander de traiter certains sujets qui vous intéresseraient, qui vous tiendraient particulièrement à cœur. C'était donc l'école d'abord par les Élises. À très bientôt. À très bientôt.